Bonjour Julie, Bonjour. merci d'être avec nous ici à Cube 3 pour échanger ensemble pendant 20-25 minutes dans ce podcast exclusif de la chaîne YouTube de Cube 3. Euh, Pensez à vous abonner également sur cette nouvelle chaîne YouTube où on va aller un petit peu plus loin dans les formats que les épisodes de Building Public que vous retrouvez chaque mois sur la chaîne YouTube du média partenaire Cryptost. On va échanger ensemble pendant 20-25 minutes, Julie, sur la réglementation, voir un petit peu c'est quoi la réglementation? Ça a fait peur à l'écosystème, crypto en 2017. On a vu le PSAN, on a vu le PSAN renforcé, on a vu, l'enregistrement, on a vu l'agrément. On est en train de voir MiCA, on a vu les stablecoins. Assez incompréhensible tout ça, on va essayer de faire le point, mais vraiment du point de vue de la personne qui a accompagné certaines startups, dans ce processus-là et pas juste sur les grandes lignes, pas juste, comme on voit, voilà, dans les articles, mais vraiment de l'intérieur. C'est l'objectif de cet échange-là et comprendre concrètement comment ça bouleverse, l'écosystème Web3 et nos entrepreneurs. Julie, tu étais ce matin avec les cubeurs de la saison 2 qui t'a fait une petite masterclass sur la régulation. Est-ce que tu peux te présenter d'abord dans ce podcast à ceux qui ne te connaissent pas, présenter le cabinet pour lequel tu travailles de Gold Florence, qui est partenaire de Cube3, et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir, merci. Julie Bader, je suis avocat en droit des fintech et je travaille dans le domaine du Web3, au sein du cabinet de Gaulle Florence. On est un cabinet, full service en droit des affaires, situé à Paris. On accompagne les entreprises, toute entreprise du secteur, pour, se conformer à la réglementation et notamment dans la réglementation relative aux cryptoactifs. Quand on parle justement de réglementation, on a forcément en tête le PSAN au début. On en a beaucoup parlé. On avait même fait un épisode l'année dernière avec un de tes confrères, William O'Rourke du cabinet Orwell, qui est également partenaire de Cube3. Et il y avait eu ce fameux chiffre qui avait beaucoup tourné dans l'écosystème, qu'on avait justement capturé dans la série, qui était 500 000 euros. 500 000 euros, c'est grosso modo ce qu'il faut par an pour se mettre en conformité, garder les exigences réglementaires plutôt sur l'agrément que sur l'enregistrement PSAN. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui existait avant le PSAN, si tant est qu'il existait quelque chose? Et qu'est-ce que le PSAN a changé dans l'écosystème français en 2017? Alors en 2017, effectivement, il y avait aucune réglementation qui existait. On avait, en France, une innovation avec l'ordonnance blockchain qui a permis, l'inscription en compte des instruments financiers sur la blockchain. C'est la seule chose qu'on avait à cette date-là. OK. Et l'AMF, sous l'impulsion notamment de Anne Maréchal, qui est associée au sein du cabinet de Gaulle Florence, a fait le choix, en rencontrant les acteurs du secteur, d'avoir une réglementation sur les actifs numériques, qu'on appelle aujourd'hui les cryptoactifs. Et donc ça a été inscrit dans la loi Pacte pour avoir un statut de PSAN. Et pour fournir des services sur actifs numériques et donc cryptoactifs maintenant, il fallait obtenir un enregistrement, qui était un enregistrement obligatoire pour 4 services. OK. Donc ça, c'était effectivement la première partie. Tu parlais d'Anne Maréchal. À l'époque, elle n'était pas dans le cabinet, elle était directrice juridique de l'AMF, c'est ça? Exactement, exactement. Elle était au niveau de la direction juridique, de l'AMF et c'est elle qui a accompagné les acteurs du secteur, du côté régulateur pour adopter la loi Pacte et adopter un régime qui soit adapté, en tout cas à l'époque, aux acteurs, du secteur. OK. Mais si on parle de chiffres concrètement, on avait en tête que l'enregistrement PSAN, c'était un dossier unique qu'on déposait chez les avocats et qui ensuite était traité au niveau de l'AMF. Ça coûtait, un peu moins de 50 000 euros. Ensuite, on a eu la grande marche MiCA qui est aujourd'hui en place et on est plutôt de l'ordre de 300 à 500 000 euros par an parce qu'il y a du coup plutôt la partie, il faut garder un compliance officer, il y a, le recrutement, il y a tout ça en plus des frais. Cette marche-là, est-ce que c'est une vraie marche, qui va être difficile pour l'écosystème? Aujourd'hui, on a 120 PSAN. Est-ce qu'on aura 120 MiCA demain ou est-ce que la marche elle sera trop grande? Non, là, je pense que la plupart des observateurs sur le secteur peuvent vous dire qu'il y aura pas, 112, PSAN qui vont aller sur Mika. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on avait un enregistrement qu'on appelait, simple, qui est devenu un enregistrement renforcé, qui avait des exigences qui étaient quand même moindres. Aujourd'hui, avec Mika, c'est un agrément qui est européen, donc qui est plus sévère, qui demande effectivement qu'on mette en place en interne, des garanties puisque vous êtes prestataire de services sur cryptoactifs, donc vous gérez des actifs de vos clients. C'est normal qu'on vous demande des garanties, et quand on parle effectivement des coûts, je pense qu'il faut le voir de manière globale. On n'est pas uniquement, sur des frais d'avocat qu'on va payer et sur, la gestion, d'un dossier. C'est vraiment plus largement, c'est le coût de fonctionnement de votre société et c'est votre coût de fonctionnement pour être conforme à la réglementation qui permet d'exercer votre activité. Donc c'est quelque chose à voir de manière beaucoup plus générale.
Parce que du coup, si effectivement, on rentre un peu dans le moteur de la distinction de ces 2 régimes-là, le PSAN, nous, on a accompagné pas mal de boîtes qui, du coup, ont eu cet enregistrement renforcé ou l'enregistrement simple. C'était grosso modo de la lutte contre le blanchiment, financement du Ouais, terrorisme. Donc, exactement. c'était pas très compliqué, c'est plutôt une formalité. MiCA, qu'est-ce qui est très difficile à obtenir dans MiCA? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Quelle est la si tu devais citer, allez, 2 points qu'il y avait pas dans le PSAN et qui maintenant est dans MiCA et qui justement, fait que, bah, pour l'instant, il y a qu'une seule entreprise qui a, ce statut-là et c'est une banque, la Société Générale par sa filière Forge. Ouais, effectivement, peut-être pour revenir, c'est que on a 2 régimes en France. Un régime d'enregistrement obligatoire qui était «plutôt simple» entre guillemets à obtenir, avec surtout un volet LCBFT, donc lutte anti-blanchiment, et on a un agrément, optionnel qui pouvait être obtenu, qui demandait des exigences complémentaires, normalement notamment en matière de contrôle interne, en matière de policy en interne, de contrôle des risques aussi, d'avoir, c'était beaucoup plus poussé, on va dire, sur la conformité et le contrôle aussi des actifs qu'on va avoir, notamment sur la conservation. Il y avait beaucoup plus d'exigences. La conservation de cryptoactifs, il y avait OK. beaucoup plus d'exigences. Ce qu'il faut savoir, c'est que MiCA s'est directement, inspiré de la loi Pacte et notamment de l'agrément, optionnel, et donc en fait, la marche entre Pacte et MiCA est très faible si on parle d'un agrément. Par contre, si on parle d'un enregistrement, là, il faut mettre en œuvre les moyens, les ressources financières et humaines surtout, pour avoir les contrôles, qui sont régis par MiCA. Mais techniquement, entre, la loi Pacte, agrément PSAN et MiCA, la marche, elle est vraiment très, très faible. Et donc là, tu as pris un exemple un peu concret qui est, peut-être, les assurances liées au fonds, la ségrégation aussi, on entend beaucoup parler de Oui, ça. effectivement. Est-ce que tu peux justement, continuer un Ouais, petit ouais, peu dans sur cette, les sur les, distinction? sur les garanties complémentaires, on a tout ce qui est les fonds propres à avoir. En fait, on Ouais, a 2 catégories, catégorie de fonds propres à garantir, donc c'est un des fonds propres minimum à avoir quand on fait une activité dans les cryptos, ou avoir une assurance. Qui soit conforme et qui permette de protéger les clients. Et c'est la même chose qui est dans MiCA. On a exactement la même chose qui a été OK. reprise. Donc ça, c'est une grosse partie. Sur la ségrégation, c'est effectivement la séparation des cryptoactifs qui appartiennent aux clients du prestataire de cryptoactifs avec une bonne gestion. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve aussi, confronté, au fait qu'il n'y a aucun acteur qui soit agréé, sauf SG Forge, en France, qui fournit le service de conservation. Donc on a ce sujet-là, mais ça fait l'objet de dialogue avec les autorités et on va trouver des solutions, ça c'est certain, puisqu'en fait on est obligé d'y aller sur MiCA, donc on va trouver des solutions. Et ça, Mika, c'est en application à la fin de l'année Exactement. et pour ceux qui avaient le PSAN, il y a 1 an et demi de plus si, C'est 1 an et je de suis plus bien? en France. OK. C'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Donc, juste à avoir en tête, c'est que MiCA, c'est européen, et donc il permet à chaque État membre de l'Union européenne de prévoir une période de transition pour les, acteurs qui sont déjà enregistrés. En France, on a opté pour cette transition d'1 an et demi, donc on a une deadline au juin 2026. OK. Hem, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais vu les délais aujourd'hui de traitement auprès des autorités, les difficultés, les interrogations qu'on peut avoir sur certaines qualifications, on encourage les acteurs qui sont déjà enregistrés, qui veulent aller sur MiCA, de ne pas attendre le dernier moment pour déposer leur dossier. Parce qu'à ce moment-là, leur dossier, il sera, enfin, le service sera interdit. Il y aura plus de tolérance du côté des autorités. Donc l'activité devra cesser tant qu'ils n'ont pas eu la validation finale, du dossier? Exactement. D'accord, OK. Sur les distinctions comme ça aussi qu'on a un peu essayé de suivre et qu'on a pas mal traité, il y a, ce qui s'est passé avec les stablecoins. Donc ça, Mmh. c'est déjà rentré en application. Si, pareil, j'ai bien suivi ces dossiers, c'est pas mon cœur d'expertise, mais on le voit passer un petit peu quand même. C'était en juin. C'était quoi ce sujet-là des stablecoins? On a vu beaucoup, de personnes avoir peur que les gros stablecoins soient délistés des plateformes. C'était quoi le sujet à ce moment-là? C'est effectivement MiCA, donc a été adopté en 2023, avait une entrée en application, différée. Donc les stablecoins, donc c'est des cryptoactifs spécifiques, ont vu leur application anticipée au 30 juin 2024. Donc on a 2 types de stablecoins dans MiCA, les jetons qui se réfèrent à des actifs ou les jetons de monnaie électronique. Et c'est ces jetons-là, ces cryptoactifs-là qui sont régulés, par MiCA, à titre de stablecoin et sur lesquels est entré en application le texte. Effectivement, ça a fait peur. Alors, en principe, ils devraient être délistés des plateformes puisqu'ils ne sont pas conformes à MiCA. On sait que les autorités, on discute beaucoup avec les autorités qui sont très prises par les différents dossiers, surveillent aussi, ces aspects-là et nous ont promis qu'en principe, les stablecoins qui ne sont pas régulés MiCA, devraient être délistés, ou en tout cas, sinon il y aurait des sanctions qui vont pouvoir être appliquées. Parce que justement, avec le cabinet de Gaulle, Florence, vous avez accompagné un de ces acteurs qui s'est mis en conformité, qui a pris ce pari-là, Exact. en l'occurrence Circle avec l'USDC.
qu'est-ce qu'il fallait faire pour se mettre en conformité? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ce dossier ou en tout cas qu'on comprenne un peu, qu'est-ce qui était attendu par le régulateur? Parce que c'est le seul stablecoin, en tout cas de cette, nature-là et de cette grosseur-là à être aujourd'hui régulé puisque on avait, eu la réponse de Tether et l'USDT quelques jours, semaines après qui disaient ne pas prendre ce pari à cet instant-là. Ouais. Donc, voilà. Comment ça s'est qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place pour, obtenir ces autorisations-là? Effectivement, Circle, c'est un acteur, qui est mondial, et qui prend le pari de la conformité à la réglementation. C'est quelque chose qu'ils font, dans le monde entier, pas uniquement en Europe. C'est vraiment leur choix et leur politique et c'est quelque chose qui permet aussi de faire avancer le milieu vers plus de sécurité pour, les investisseurs et pour les personnes qui vont, utiliser les stablecoins. Donc Circle, ils avaient, l'objectif de s'installer en Europe. Ils ont choisi la France, et notre cabinet puisqu'on les a, accompagnés pour la création de leur société, mais aussi pour ce dossier d'agrément. Et pour émettre des stablecoins, donc eux, ils émettent 2 stablecoins. On a l'USDC qui est basé sur le dollar et l'EURC qui est basé sur l'euro. Il fallait qu'ils obtiennent un agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique OK. qui soit conforme à MiCA. Et donc, c'est tout ce travail qu'on a accompli avec Circle, avec les équipes de Circle, avec les équipes de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle en France qui s'est occupée de l'autorisation de Circle. Et ce qu'il a fallu faire, c'est obtenir un agrément d'établissement de monnaie électronique tout en anticipant la réglementation MiCA, puisque la CPR a accepté d'instruire un dossier avant même que le règlement MiCA soit applicable au stablecoin. Et ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle pour Circle, qui du coup a pu tout de suite se conformer au règlement MiCA et au jour de l'entrée en application, obtenir sa licence officiellement. Et donc pouvoir continuer d'émettre le stablecoin en France? Exactement. Et donc si on rentre un peu dans la compréhension, il y a 2 enfin, on avait du mal à comprendre aussi, il y a 2 stablecoins, il y en a un qui est, en France, un autre qui est plutôt, pour le reste du monde, même pour celui du dollar. C'est quoi cette, distinction-là? C'est le même stablecoin. C'est le même? OK. Donc c'est l'USDC. Alors là, on parle l'EURC, il est, émis, uniquement par Circle France, pour toute l'Europe, OK. qui est basé sur l'euro. C'est un peu plus simple à comprendre. L'USDC, c'était le gros challenge qu'on avait. C'est, comment, avoir un stablecoin qui soit fongible au niveau mondial, sachant que MiCA ne s'applique qu'au niveau européen. Et ça a été un gros travail de co-design en fait avec la CPR, mais aussi avec les autorités européennes, qu'on a pu rencontrer avec Circle. L'objectif, c'est d'avoir une double émission de tokens qui soient totalement fongibles. Donc Donc on puisse échanger, exactement, c'est le même USDC. OK. Ils fonctionnent sur la même technologie, mais il y en a qui sont émis par Circle France, il y en a d'autres qui sont émis par Circle US. OK, non, c'est ça effectivement la distinction. Là, on parle d'un, gros acteur, Circle en Mmh. l'occurrence. Ce matin, tu étais plutôt avec des jeunes startups, donc c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes interrogations, c'est pas les mêmes moyens. Est-ce que là, quand tu as vu, les différents projets et leurs problématiques, la réglementation MiCA, le règlement MiCA, ça leur fait peur? C'est évident. Déjà que PSAN, ça pouvait les intimider, là, ça fait vraiment peur. Est-ce qu'il y a, d'après toi, quand même une place à l'innovation, à partir de la fin d'année, quand MiCA sera en application? Est-ce qu'il y aura encore une place à l'innovation en France et en Europe? Je pense qu'il y a une place à prendre et surtout les premiers qui vont réussir à prendre cette opportunité vont être les mieux placés sur le marché. Parce que les premiers qui vont obtenir les agréments, que ça soit, alors on parle de MiCA, mais on a aussi le régime pilote sur tout ce qui est les instruments financiers. Les premiers qui vont obtenir ces agréments-là et qui vont se conformer à cette réglementation vont avoir un avantage compétitif extrêmement important. Donc c'est comme ça qu'on le voit avec nos clients, c'est que effectivement il faut faire un effort. C'est clairement un effort important et notamment pour des petites structures, ça représente un coût important au départ. Mais c'est le ticket d'entrée sur le marché, c'est l'avantage concurrentiel sur le marché. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et aussi le fait d'y aller maintenant, ça te permet de discuter avec les autorités et d'être certain que notre projet est conforme à la réglementation et d'ouvrir un dialogue qui permet de bénéficier très rapidement ensuite de son agrément et de lancer son activité. Autant, on voit un peu maintenant la typologie des acteurs qui demandent, c'est plutôt des plateformes d'échange, c'est plutôt des émetteurs de stablecoins. Tout ce qui touche et on a des startups qui fonctionnent, Mm. dans ce milieu-là, à la finance, décentralisée, aux NFT, j'ai l'impression qu'ils sont moins concernés par le MiCA, actuel. Comment on sait si on tombe, sous le couperet de la réglementation, en France et en Europe ou pas? Effectivement, c'est pas une question facile. En tout cas, ça nécessite de rentrer sous le moteur, quoi, on va dire. Il faut qu'on regarde exactement comment ça fonctionne, sachant qu'on flirte très souvent avec la réglementation financière. Si on est sur la réglementation financière,
C'est effectivement pas les mêmes efforts à fournir. On rentre dans MiCA ou on rentre dans MiFID, on a besoin de conformité supplémentaire. Si on est sur du pur NFT, qui n'est pas qualifié d'instrument financier, on a beaucoup moins de réglementation qui va s'appliquer. Et comment on fait pour savoir si on rentre dedans? Il faut d'abord qu'on ait un projet qui soit très précis, ou en tout cas qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Et on consulte des avocats, et nous, c'est ce qu'on fait. C'est la première chose qu'on fait quand on rencontre nos clients. On a besoin de comprendre leur business, comprendre leurs produits, comprendre les clients qu'ils veulent viser. Et ensuite, on va faire la qualification juridique. Et c'est en fonction de cette qualification juridique qu'on va ensuite déterminer quel est le régime qui va être applicable à l'activité de l'entreprise. OK. Il y a beaucoup de startups et je parlerai en leur nom, je vais poser la question en leur nom qui s'interrogent sur partir en dehors de la France, Ouais. heu, rester potentiellement sur le continent européen, parce que là on parle de MiCA, ça concerne le continent européen et essayer d'obtenir des autorisations sur des pays qui sont peut-être un peu moins difficiles d'accès, ou moins regardants. Est-ce que c'est un pari qui est intéressant à prendre ou est-ce que, j'ai entendu, plusieurs, autorités, de régulation dire qu'il y aura pas, voilà de de facilité ou en tout cas il y aura pas de sous-MiCA, c'est un peu, ce qui est utilisé pour le grand public. Est-ce qu'au moment où il faudra basculer en MiCA, dans MiCA, si les réglementations locales n'étaient pas assez sévères, il y aura pas cette facilité à obtenir, c'est vrai ça? Ouais, c'est quelque chose quand nous, en tout cas, on anticipe, c'est que déjà, il y aura pas d'agrément au rabais. C'est un peu ce que Ouais, c'est ça ce que effectivement dit tout la le la monde. formule. Effectivement, c'est que le même agrément, en fait, l'agrément MiCA, il est déterminé par le règlement MiCA et sur la base des textes de niveau 2 qui sont émis par les autorités de régulation européennes. OK. L'AMF nous a dit qu'elle ne serait pas plus sévère que ce que prévoient les autorités européennes. Ils vont se caler sur le régime européen et toutes les autorités vont devoir le faire. Donc, à notre sens, il y aura pas de facilité d'aller voir d'autres pays. Et on a un argument complémentaire là-dessus, c'est qu'en France, en tout cas, on a une expérience qui date donc de la loi PAC, donc de 2019, sur l'agrément des PSAN et donc sur l'analyse des activités sur les cryptoactifs et les actifs numériques de manière générale. Et l'autorité des marchés financiers a une très bonne connaissance du domaine. Elle connaît très bien les acteurs, elle est capable de discuter avec eux et elle comprend très bien. Et c'est elle qui a délivré les agréments et les enregistrements en France. Contrairement aux autres pays européens, où c'était les autorités bancaires qui faisaient cette analyse, puisqu'elle se basait uniquement sur l'aspect LCBFT. Et donc, toutes les autorités de marché et les autorités financières européennes vont devoir monter sur le sujet cryptoactif, ce qui n'était pas le cas, contrairement à la France. Et donc, on pense, nous, au sein du cabinet, que la France est vraiment le pays de destination et le pays où on peut vraiment avoir une opportunité d'aller plus vite et d'obtenir un agrément qui soit reconnu au niveau européen. Parce que quand ça sera MiCA, ça sera quand même les autorités, de chacun des pays qui Oui. contrôlera ou ça sera l'Europe avec l'ESMA? Non, c'est chaque autorité nationale qui va délivrer un agrément et D'accord. cet agrément sera valable au niveau européen. Il y a toujours une supervision des autorités européennes, notamment sur des acteurs systémiques. Donc, sur des gros acteurs ou sur des cryptoactifs qui ont énormément de valeur. Il peut y avoir une surveillance systémique, mais c'est les autorités nationales qui sont compétentes pour délivrer les agréments et surveiller les acteurs. OK. Si tu avais justement pour boucler un peu notre échange, un conseil à donner à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer, dans, cet écosystème, au-delà de celui de rejoindre, Cube3, ça serait lequel? Je sais que notamment tu accompagnes, un de nos cubeurs de saison 1, que j'apprécie beaucoup, Oscar de Dogo, Bien sûr. avec, le cabinet et on aura plein d'annonces à faire dans ce sens dans les prochains mois, pour qu'il puisse, fonctionner à fond comme il le souhaite. Un conseil à donner, un seul, à un jeune qui veut se lancer, ça serait lequel? Je dirais que c'est bien s'entourer et d'échanger avec des acteurs qui connaissent le milieu. Hem, Vous avez peut-être une super bonne idée, mais je pense que c'est toujours important d'échanger pour nourrir son idée et ensuite la faire fructifier. Et de challenger effectivement Exactement, les différentes parties. et d'aller chez Cube 3. Merci Julie. Merci Valentin.